Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? L'actualité oblige, nous allons parler de l'Afrique du Sud et nous allons également parler de Haïti. Vous connaissez bien l'actualité brûlante de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui. Donc si vous voulez connaître davantage sur ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud et en Haïti et à Haïti, installez-vous confortablement et vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et bien auparavant, mettez-nous des pouces que vous soyez abonné ou pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'Afrique du Sud et de Haïti. Que se passe-t-il en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, au courant de cette semaine qui vient de s'écouler, le président l'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison après appel. Et après cette décision, ses partisans se sont rués dans les principales villes et ont procédé à des saccageant des magasins, et cela a entraîné près d'une trentaine de morts. Donc voilà un peu la situation décrite. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Souvenez-vous, lorsque le président Jacob Zuma a pris le pouvoir, il y a eu directement un certain levé de bouclier de la part des jeunes de l'ANC, notamment de celui qu'on appelle aujourd'hui, avec son parti de Freedom Fatah, Julius Malema. Donc ils sont entrés directement en conflit et directement Julius Malema a préféré faire défection et aller créer son propre parti, accusant Jacob Zuma de corruption. Et cela s'est avéré, d'après les points de vue de la justice, cela s'est avéré vrai après qu'il soit quitté au pouvoir, parce qu'on l'avait poussé également à pouvoir poser sa démission. Mais voilà que maintenant, le président a été condamné et que des violences s'installent. Et ces violences ne sont pas prêts à s'arrêter, puisque même après avoir fait le discours pour apaiser les foules, Cyril Ramaphosa n'a pas pu rapaiser les foules. Ça va se poursuivre. Mais voilà donc comment les républiques gérées par les Noirs fonctionnent. Mais est-ce que les autres sont innocents dans cette façon de gérer? Nous pensons que non. Si Jacob Zuma et Julius Malema se sont séparés, voilà qu'un a pris le chemin de la prison. Donc ne soyez pas plus tard, d'un point de vue géostratégique, que Malema aussi plus tard va prendre le chemin de la prison. On va trouver aussi un motif pour lui coller et lui dire, voyez comment les Noirs fonctionnent. Et le pouvoir va se retrouver désormais entre les mains des Blancs, et on va prouver qu'après près de 30 ans de l'arrivée des Noirs au pouvoir, ils ont été incapables de gérer le pouvoir politique. Pourquoi est-ce qu'on procède maintenant à l'arrestation de Jacob Zuma alors qu'il a quitté le pouvoir depuis? Comprenez que pour en arriver là, on connaissait bien que ses partisans étaient bien forts et tous les médias l'ont présenté comme le démon pendant son règne, pendant sa gestion du pays, pendant son mandat. Et comme il avait l'appui fort, parce qu'on aurait également dû le pousser à la démission avant le temps. Mais il avait le soutien fort de la nation Zoulou et surtout du chef Zoulou. Ben, actuellement que le chef Zoulou est mort, le roi des Zoulous est mort. Et après 2 semaines, la reine qu'il a prise au pouvoir, la reine qui devait la succéder, qui l'a succédé, après 1 mois aussi est décédée. Donc voilà ce qui se passe en Afrique. Il fallait donc écrouler ou secouer ce qui faisait la force de Jacob Zuma, ça veut dire que le royaume Zoulou. Et avec l'effondrement de ces 2 piliers, le roi et la reine consécutivement, le pouvoir Zoulou, le dernier royaume d'Afrique, était en train de s'écouler. Le dernier royaume d'Afrique noire était en train de s'écouler. Et il était maintenant facile qu'on accuse Jacob Zuma et qu'on passe à l'humiliation au point de le condamner. Donc si vous avez apprécié cette vidéo première partie dans laquelle nous parlons de la condamnation de Jacob Zuma et des conséquences qui vont s'en suivre pour la destruction de l'Afrique du Sud et du pouvoir des Noirs, vous nous mettez des pouces.
Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mais dans une seconde partie, nous allons également aborder ce qui se passe en Haïti. Mais nous allons parler de ce qui se passe en Haïti en deux temps. Vous trouvez que c'est toujours dans les républiques noires, en Afrique du Sud, à travers le monde, que les dirigeants sont humiliés et parfois tués. En ce qui concerne Haïti, Haïti est généralement traité comme un pays noir, comme un pays d'Afrique, parce que c'est la grande république noire. C'est le premier pays, c'est la première nation des Noirs qui a pu prendre son indépendance après la révolte, nous disons bien en 1804. Ils ont arraché leur indépendance après avoir battu la redoutable armée de Napoléon. Et cette défaite a entraîné la chute de l'Empire français de l'époque, au point que les Français ont été obligés de pouvoir vendre toute la Louisiane et toute la colonne intérieure, les États qui sont au milieu des États-Unis aujourd'hui, parce que l'Est des États-Unis appartenait aux Anglais, le milieu appartenait aux Français et l'Est appartenait aux Mexicains et aux Espagnols. Donc voilà, ils ont vendu tout le milieu et il ne fallait plus que faire la conquête de l'Est pour arracher les autres départements aux Mexicains. Donc ça, c'était important de comprendre que l'âme des pays noirs où a commencé le panafricanisme, c'est Haïti. Donc Haïti reste notre point fort de panafricanisme, où ont commencé les premiers panafricanistes. Mais aujourd'hui, nous allons vous déblayer le contexte pour vous amener à mieux comprendre ce qui se passe avec l'assassinat. Parce que les vraies causes de l'assassinat, nous allons vous les décrypter dans une autre vidéo. Mais nous allons aujourd'hui partir sur les causes lointaines. Et ces causes lointaines impliquent le contexte géostratégique et géopolitique qu'il faut comprendre en Amérique du Nord. Et le contexte historique est lequel? C'est la doctrine de Monroe. Parce qu'en 1824, il y a eu ce qu'on appelle la doctrine de Monroe. Que préconise la doctrine de Monroe? La doctrine de Monroe préconise que l'Amérique doit être aux Américains. L'Amérique aux Américains. Par cette doctrine, les Américains voudraient interdire ou prévenir les Européens d'intervenir également sur le continent américain. Ils considèrent tout le continent américain comme leur arrière-base. Et pour en arriver là, les Espagnols qui occupaient la majeure partie du territoire et qui avaient déjà commencé par leur faire passer à l'indépendance par la suite, vont connaître un affrontement. Les États-Unis vont entrer en affrontement avec la principale puissance colonisatrice, c'est-à-dire d'Espagne, au cours d'une guerre de l'indépendance de Cuba. Parce que là, quand les indépendantistes cubains vont entrer en guerre avec le royaume d'Espagne, les États-Unis vont prendre la défense du côté des indépendantistes. Et au cours de cette guerre, ils vont écraser les Espagnols. Quand ils battent ainsi les Espagnols, ils imposent donc leur diktat aux Espagnols. Et c'est comme ça que le royaume d'Espagne va perdre toutes ses colonies, déjà qui étaient peut-être soit indépendantes ou qui étaient en voie de l'être. C'est comme ça pour les colonies qui restaient encore sous leur domination, comme les Philippines. Ils vont passer donc sous la domination espagnole, sous la domination américaine. C'est la raison pour laquelle vous voyez les Philippins, ils parlent la langue, ils ont des noms espagnols comme Corazon Aquino, mais ils parlent l'anglais parce que les Américains sont venus par la suite, les ont imposé l'anglais. Donc ils vont perdre toutes leurs colonies et ainsi que toutes leurs richesses. Les États-Unis vont à partir de ce moment occuper militairement toutes les colonies de l'Amérique latine. Et vous avez vu en 1990, avec les questions du canal de Panama, les États-Unis sont venus arrêter le président panaméen Noriega de l'époque et l'ont amené en prison aux États-Unis. Donc vous constatez qu'ils considèrent recoloniser le territoire de l'Amérique latine, même s'ils n'ont pas changé de langue, les dominer. Et pendant longtemps, sous le prétexte de la guerre contre la drogue, ils ont fait de l'Amérique latine leur arrière-cour, exploitant les richesses à leur gré et faisant tout ce qu'ils pouvaient, mettant les gens en prison. Mais depuis qu'ils ont arrêté cela, vous voyez que l'Amérique latine est en train de se développer parce qu'ils disaient toujours que l'Amérique latine est un pays, vous connaissez la narration, que c'est un vaste continent mais qui n'a pas de ressources. Mais depuis qu'ils ont un peu relâché l'étau, on découvre qu'il y a assez de ressources et même beaucoup de ces pays sont passés donc du côté socialiste avant de revenir. Ils ont encore dû réengager notre conquête pour développer les partis libéraux qui devaient revenir conquérir les territoires. Mais le Venezuela dresse dans cet épisode une exception. Donc, si les États-Unis ont, depuis la doctrine de Monroe, considéré que toute l'Amérique, que ce soit les Antilles, l'Amérique latine, l'Amérique centrale et leur arrière-cour, il est inconcevable donc qu'un pays, quel qu'il soit, passe sous la domination, prennent contact avec un autre territoire. Donc ça revient à ce qu'on appelle en Afrique le précaré français. Mais aux États-Unis, on pourrait parler du précaré américain. Et Haïti, qui a été pendant longtemps dominé par la France,
ou à qui elle a arraché son indépendance, les États-Unis vont profiter d'une situation d'instabilité pour occuper militairement Haïti. Parce que là, il fallait la recoloniser. Et en occupant Haïti, ils ont essayé, ils ont voulu, et ils le veulent toujours, passer Haïti sous la répression et mettre le désordre pour pouvoir mettre la discipline du chaos pour pouvoir mieux la gérer par la suite. Donc voilà ce qui fait que tous les terrains d'expérimentation de certaines catastrophes ont été faits sur le territoire haïtien. Comme vous pouvez voir sur la carte, Haïti est une île divisée en deux. Une partie Saint-Domingue et une partie Haïti. Mais toutes les catastrophes, les cyclones ne viennent que frapper Haïti. Les cyclones les plus forts, que naturellement ça ne s'explique pas. Au degré 7, il n'y a pas de cyclone naturel au degré 7 qui peut s'expliquer, mais cela a frappé Haïti. Les séismes, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a sur cette île une fracture sismique? Il n'y en a pas. Mais les tremblements de terre vont frapper Haïti, ainsi que les cyclones. Les guerres et tout cela vont frapper Haïti. Pourquoi? Pour réduire Haïti à la pauvreté. Si bien que Haïti est devenu aujourd'hui un territoire extrêmement pauvre. Or, il faut les maintenir dans la pauvreté. Et on a fait importer une oligarchie des Libanais, des Russes, au fait, de tous les pays d'Europe. Et on les a fait importer. Et c'est eux qui constituent aujourd'hui l'oligarchie régnante à Haïti. Dans ces conditions, quand il fallait apporter de l'aide à Haïti, les Américains également se sont proposés comme ceux qui devaient recevoir l'aide pour mieux gérer. Donc vous vous souvenez, pendant le tremblement de terre, on a fait les collectes de fonds par tout le monde entier, dans toutes les paroisses en Afrique, pour envoyer l'argent aux États-Unis. Et la fondation Clinton et sa femme ont créé une fondation qui devait recevoir cet argent. Mais l'argent collecté aurait dû sortir Haïti de la pauvreté. Avec des milliards de dollars collectés, cette fondation a dû consommer cet argent et n'a jamais pu le faire. La diaspora haïtienne installée aux États-Unis elle-même s'est battue à corps et à cri pour pouvoir récupérer cet argent. Ils n'en ont pas pu parce qu'il faut continuer à maintenir cet état noir dans l'extrême pauvreté. Mais voilà maintenant qu'on a cherché un président qui était issu d'une couche sociale, mais à qui on a peut-être donné des instructions. Et vous allez donc comprendre pourquoi. C'est lui-même qui a cherché sa mort parce qu'il connaissait bien ce contexte international. L'Amérique aux Américains, et comme Cuba avait déjà pu, avec la crise des baies de cochon, avec Fidel Castro, faire intervenir les Russes et qui ont installé leur base là-bas, c'était resté un caillou dans leur chaussure. Donc les États-Unis ne pourraient pas permettre qu'un pays également de l'Amérique puisse prendre langue avec une puissance étrangère, surtout l'ennemi russe. Donc, le Venezuela a tenté depuis et est en train de payer les prix forts de cela. Il est en train de tenter, mais il est en train de prendre le prix fort. Or, maintenant, nous allons entrer dans la prochaine vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer donc aux causes immédiates de la mort de Juvenal, du président haïtien. Parce que là, nous avons donc expliqué les causes lointaines avec la doctrine de Monroe et avec la guerre de Cuba, la crise des baies de cochon et la politique américaine dans la région et à travers le monde, ainsi que la conquête de leur liberté et le panafricanisme qui commence à ce point. Donc si vous avez bien écouté cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la crise qui est en train de sévir en Afrique avec l'ancien pouvoir, l'humiliation de Jacob Zuma, et les violences qui en sont suivies, et nous allons suivre ça pour vous. Nous avons également parlé dans cette vidéo des conséquences lointaines ou des contextes dans lesquels se déroule l'assassinat du président, de l'ancien président haïtien. Vous nous mettez des pouces. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler des causes immédiates de la mort du président haïtien. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mettez-nous des likes, abonnez-vous, cliquez sur la notification et passez une excellente journée, une excellente soirée.